Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face d'André Berkov avec Jean-Louis Gouraud qui vient nous parler de son livre « Heureux qui communiste » a fait un beau voyage aux éditions Favre. Bonjour Jean-Louis Gouraud. Oui, bonjour. Alors Jean-Louis Gouraud, d'abord, effectivement, je suis très heureux de voir non pas l'homme qui m'a succédé à Jeune Afrique, mais le voyageur. D'abord, je ne savais pas, enfin, j'avoue, je ne savais pas que vous étiez aussi, d'abord le cheval, l'amoureux du cheval. Ouais. Et vous avez fait quand même des périples, et enfin, on va parler de tout ça. Ouais. Les périples incroyables, enfin, vraiment, presque le tour du monde, en tout cas, une partie du tour du monde. Et puis ce livre, vraiment, que j'ai bien aimé, au Paris chez Favre. Alors, évidemment, vous avez... Et c'est de qui, d'ailleurs, cette parodie du Bellay? Donc, du Bellay, vous savez, c'était heureux qui communie, ça fait un beau voyage, et comme c'est celui-là qui conquit la toison, etc., etc. Et vous, c'est de qui, heureux qui communiste? Oui, alors, un ancien instituteur, Jean-Charles, s'était amusé à recueillir les perles trouvées dans les copies de ses élèves, qui étaient tous des cancres. D'ailleurs, il avait intitulé son livre « La foire aux cancres ». Qui avait marché d'un best-seller absolu. Voilà. Et alors, c'est une mine, en effet, de drôlerie et en même temps de réflexion, parce que de temps en temps, ces erreurs donnent à penser, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et j'avais, à l'époque, ce livre est paru, je sais pas, il y a eu une trentaine d'années, et j'avais retenu cette phrase qui, je trouvais, s'appliquait assez bien à mon propre cas, parce que la plupart des pays nombreux en tout cas, parmi les pays que j'ai beaucoup fréquentés, étaient sinon communistes, du moins toujours tentés par le communisme. Vous en parlez de l'Afrique notamment. Oui, il y a eu de très nombreuses tentations, toutes que des échecs d'ailleurs malheureusement, et parfois des échecs sanglants et des tragédies. Mais il y a toujours eu cette fascination pour un monde qui d'ailleurs en effet n'est pas en soi détestable, hein. C'est un monde où tout le monde est égal, où chacun selon ses besoins. Enfin, tout ça sont des principes qui sont tout à fait respectables, sauf que leur application a toujours été désastreuse. Oui, et c'est vrai que, alors, ce qui est tout à fait étonnant dans votre livre et c'est que le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est bien connu. On parlera de la Chine et de Montargis après, j'ai adoré ce chapitre Montargis. Et vous parlez de tous les gens que vous avez côtoyés, Kadhafi par exemple, on va parler de tout cela. Ananazam, que je connais aussi, que j'ai connu. Et puis, ce qui se passe avec justement ce communisme, et ce que est devenu les tentations du communisme, surtout que vous racontez, vous étiez à Moscou au moment où il y a eu Helsinki, Gorbatchev et enfin pas le coup d'État, mais le basculement, on peut dire aussi. Hein. Oui. On va en parler tout de suite après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Heureux qui communiste a fait un beau voyage. Jean-Louis Gouraud, en tout cas, vous en avez fait des beaux voyages. Partout, Afrique, je parlerai de la Chine, mais c'est spécial, Afrique, Europe. Et puis c'est intéressant, les gens que vous avez rencontrés, justement, de Kadhafi d'un côté à Massimba Deba, à tous les autres, des gens absolument passionnants. Ça, c'est entre deux périples à cheval qui vous prennent des milliers de kilomètres. Enfin, Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, je crois, en Syrie. On va parler de tout ça, mais juste, je voudrais rappeler, parce que c'est en fonction du titre, vous parlez d'un modeste paysan qui lève le doigt là, dans un pays d'Afrique et il pose une question à l'orateur envoyé par le Parti communiste. Il dit: camarade, merci pour tes explications, j'ai bien compris tout ce que tu nous as promis, mais je voudrais quand même en être sûr. Le socialisme scientifique, c'est vraiment une science, mais naturellement, ça porte le commissaire politique qui se lance à nouveau dans une harangue enflammée. D'accord, camarade, d'accord, l'interrompt le paysan. Mais dis-moi, si c'est vraiment une science, pourquoi ne pas l'avoir essayé d'abord sur les animaux? C'est formidable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce communiste dans cette tentation communiste, socialiste scientifique dans les terres que vous avez visitées? D'abord, oui, c'est
faut s'interroger sur la raison pour laquelle toutes ces expériences se sont toutes soldées par des échecs. Ça n'a pas marché. Alors évidemment, vous me direz qu'en Afrique, rien ne marche, mais surtout, je dirais que le communisme, au fond, ça n'a marché jamais nulle part. Donc surtout ça. En ce qui concerne la remarque désobligeante sur l'Afrique, elle n'est pas de moi, elle est d'un de mes amis africains, qui me dit, c'est vrai qu'en Afrique, rien ne marche, mais tout s'arrange. Et j'adhère assez, enfin pour l'avoir vécu, j'adhère assez à cette description de l'Afrique. Mais quelles sont les vraies raisons des échecs successifs, des expériences, des tentatives, des tentations communistes en Afrique? Partout, enfin, oui, en Afrique et aussi d'ailleurs dans le monde arabe. Moi, l'analyse que je peux en faire, c'est qu'il y a des éléments dans le communisme qui sont absolument inadmissibles, insupportables dans ces régions du monde. Puisque le communisme, comme vous le savez, implique l'athéisme. Et ça, c'est un monde sans Dieu, un monde sans puissance supérieure. C'est pas acceptable. Ça ne peut pas marcher. Ouais. Alors ceux qui évidemment ce qui a pu marcher, mais ce qui en effet est complètement différent, c'est instaurer non pas l'athéisme, parce que c'est insupportable et c'est inadmissible, mais c'est des tentatives d'instaurer la laïcité. Et ça a été le cas, justement, cette fameuse expérience du parti Baas. En Syrie, en Syrie, enfin, avec à l'origine de laquelle, l'idéologie à l'origine de laquelle... En Syrie, en Irak, d'ailleurs. Oui. Enfin, oui, et ce qui est intéressant, c'est de noter qu'à l'origine de cette idéologie, d'ailleurs, il y avait un chrétien, Michel Aflaq, qui était un des fondateurs de cette idéologie tout à fait. Comme il y avait un autre chrétien, Georges Habash, Front de libération de la Palestine, également. Absolument. Oui. Et alors, la laïcité, il faut le savoir, au fond, c'est la meilleure, à la différence de l'athéisme qui propose la suppression de toutes les religions. La laïcité, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire c'est la meilleure protection de toutes les religions. Et d'ailleurs, c'est sans doute... À condition qu'elle soit privée. Et pas de... Absolument, oui, absolument. On est bien d'accord. Mais c'est sans doute ce qui explique le soutien que Bachar al-Assad a obtenu de toutes les minorités bien sûr. non sunnites, c'est-à-dire les Alaouites, les Druzes, les chrétiens d'Orient, qui savaient bien que si le pouvoir était pris par les sunnites, il n'y aurait plus de minorités, et voilà. Et donc il n'y a pas eu, donc du coup, il n'y a pas eu de véritable expérience communiste, ou du moins qui puisse avoir ce nom-là, ni dans les pays arabes, ni en Afrique. Mais alors, Jean-Louis Gouraud, ces chefs d'État ou ces autocrates, appelons-les comme on veut, mais que vous avez rencontrés... Ou ces tyrans. Ces tyrans, oui. Il ne faut pas hésiter de le dire. Que vous avez rencontré de Kadhafi à d'autres. Au fond, est-ce que c'était pour eux un œillet sur la boutonnière, de dire on est marxistes-léninistes, etc., ou ils essayaient vraiment, parce qu'ils avaient des études en Europe ou ailleurs, etc., on parlera après de Montargis et des Chinois, mais est-ce que le fait qu'ils apportaient ça avec conviction, ou c'était une manière de dire, voilà, on est progressiste, on est moderne, nous aussi, on va rentrer. C'était quoi? Oui, c'est toute une accumulation de causes, y compris, d'ailleurs, il faut la prendre en compte également, une espèce de méfiance à l'égard de l'impérialisme qui était associé à la puissance américaine. Hein. Donc, souvenez-vous, l'alternative à cette puissance américaine, c'était la puissance soviétique. Donc, ça, c'était une des tentations. Donc, on se retournait vers l'Union soviétique à l'époque. Oui. Alors, ça pouvait être une des causes. Mais à part ça, l'idéologie communiste, celle qui consiste à donner une espèce de bien-être général, à répartir les biens de façon équitable, qui est d'ailleurs une idéologie assez proche de l'idéologie chrétienne, hein, tout simplement. C'était un horizon tout à fait... Mais par exemple, oui. Souhaitable, étant bien entendu que parmi les blagues soviétiques qu'on racontait à l'époque... un jour, un commissaire politique explique que grâce au communisme, le bonheur est à l'horizon. Et alors, dans l'auditoire, il y a un garçon qui ne sait pas très bien ce que c'est que l'horizon. Alors, il ouvre son dictionnaire
Il voit la définition ligne imaginaire qui recule à mesure qu'on avance. Voilà, donc, Bien, ça, oui, ça l'a conforté. Mais justement, deux choses qui m'intéressent, que vous racontiez un peu, vous le racontez dans votre livre, et c'est très savoureux. D'abord, je voudrais que le Jean-Louis Gouraud qui arrive en plein, allez, comment on va dire, charivari, fin de l'Union soviétique, Gorbatchev qui est là, Helsinki qui reprend du pouvoir, mais qui va l'abandonner, vous arrivez en plein là-dedans. ouais. Et vous l'avez vécu comment? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez senti à ce moment-là? C'était quoi? C'était vraiment le bordel, passez-moi l'expression. Quoi. Oui, enfin, heureusement, le bordel, c'était pas très nouveau, puisqu'il y a toujours eu un relatif bordel, y compris à l'époque soviétique. Donc ça, c'était pas... Et puis alors, quand on fréquente beaucoup l'Afrique, le monde arabe, etc., tout ça, ce sont des situations d'approximation avec lesquelles on est assez familier. Mais j'ai fait ce voyage que vous évoquez, ce voyage historique, si je puis dire, en 1990. Et si ce voyage est historique, c'est pas du tout parce que j'ai fait ce voyage, c'est tout simplement que c'était vraiment l'année du grand basculement, l'année où tout a changé. C'est l'année où le mur de Berlin a commencé à être égratigné. Il y avait encore, quand j'ai fait mon voyage, il y avait encore 2 Allemagnes. Donc quand je suis passé de France en Allemagne de l'Ouest, j'ai dû passer ensuite en Allemagne de l'Est, franchir le oui, il y avait encore le front de checkpoint, qui a duré jusque l'année suivante, jusqu'en 91. Et donc, la sensation que je pouvais avoir, puisque j'avais fait aucune, pour être honnête, aucune prémonition, je ne pouvais pas deviner que les choses allaient tourner comme elles l'ont fait. Mais on sentait bien qu'il y avait de l'orage, quoi. On sentait bien que le temps allait changer. On sentait bien que... sans pouvoir l'affirmer vraiment, et d'ailleurs, je n'ai pas honte de le dire, aucun homme politique européen n'a été capable de l'annoncer. Personne n'aurait imaginé que l'URSS serait effondré sans une effusion de sang, voilà, sans un tir. à cette vitesse et dans ces conditions. Oui, c'est tout à fait passionnant, ça. On va en reparler après une toute petite pause. Jean-Louis Gouraud, vous allez un peu nous raconter, enfin, c'est Fabrice Del Dongo à la bataille de Waterloo, hein, c'est ça. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Jean-Louis Gouraud, heureux qui communiste, a fait un beau voyage chez Fabre, aux éditions Fabre. Alors justement, parlons un peu aussi d'un autre, enfin un potentat, on peut dire, que vous avez très bien connu, puisque vous avez écrit 2 livres avec lui, un livre d'entretien, etc. Donc, vous l'avez vu, racontez-vous dans votre livre une 30aine de fois. Et Kadhafi, on se dit, mais au fond, est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose là? Si, on a tout raté avec Kadhafi, et au début et à la fin. On l'a diabolisé à un moment où, au contraire, il aurait pu être notre allié. J'évoque principalement à la lutte contre l'islamisme. Il n'y avait pas de plus hostile à l'islamisme que Kadhafi. Et c'était un moment où, vous vous en souvenez, l'Égypte était en proie au pouvoir des frères musulmans, et l'Algérie, l'autre pays voisin, de l'autre côté, était en pleine guerre civile, menée par les islamistes du FIS. Front islamique du salut. Et Kadhafi, à cette époque, pouvait servir de verrou. D'ailleurs, c'est la fonction qu'il a utilisée. Et c'est un moment où on l'a considéré que ce personnage était infréquentable. Alors, naturellement, en fond du décor, il y avait le conflit avec la bande d'Aouzou qui était contesté et qu'il voulait récupérer, dont il disait qu'elle appartenait à la Libye, alors qu'en fait elle appartenait au Tchad. Mais d'ailleurs, les organisations internationales ont réglé ce problème à l'amiable, et Kadhafi a très bien reconnu que cette bande d'Aouzou appartenait au Tchad et non pas à la Libye. Mais on a ostracisé, excommunié, si le mot, si vous m'autorisez le mot, Kadhafi à un moment où, au contraire, il aurait pu être notre allié dans cette lutte contre l'ennemi principal qui était l'islamisme. Alors évidemment,
Kadhafi tendait des verges pour se faire fouetter, parce que c'est vrai que dans son désir, parce que un des livres que j'ai réalisé avec lui sous forme d'entretien portait un titre qui le définit assez bien. Il s'auto-définit lui-même assez bien en disant « Je suis un opposant à l'échelon mondial ». Et c'est vrai que il avait créé des officines qui étaient chargées d'encourager des mouvements d'opposition dans le monde arabe, des mouvements de libération en Afrique. Alors, c'était souvent un peu n'importe quoi, mais c'était parfois tout à fait honorable. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que lorsque Nelson Mandela a quitté sa prison, lorsque l'apartheid a échoué, a pris fin en Afrique du Sud, le premier voyage que Nelson Mandela a voulu faire en homme libre, en dehors de l'Afrique du Sud, c'était pour se rendre à Tripoli, pour remercier Kadhafi du soutien qu'il lui avait apporté de façon absolument constante. C'est intéressant, il faut rappeler ça. Mais comment était-il Kadhafi? Puisque vous l'avez rencontré une trentaine de fois, comment était-il? Quel homme était-il? Alors, il faut savoir que, je l'ai su parce que je voyais de près aussi ses collaborateurs, il faut savoir que Kadhafi était principalement un chef traditionnel, c'est-à-dire que tribal, vous voulez dire pratiquement tribal. Oui, c'est-à-dire qu'il passait ses journées, en tout cas, ou l'essentiel de son temps, non pas à courir les filles ou les petits garçons comme certains l'ont prétendu. Vous pensez que c'est du mensonge, ça? Enfin, c'est peut-être vrai, je sais pas. Enfin, j'ai pas regardé le sujet c'est pas ça qui nous intéresse très près. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il passait son temps à régler des problèmes internes, des problèmes des conflits tribaux, des problèmes de relations familiales, tribales, parce qu'il faut savoir que, et si Sarkozy l'avait su, d'ailleurs, il aurait peut-être hésité à se lancer dans l'opération dans laquelle il s'est lancé plus tard, mais la Libye n'est pas une nation. La Libye, c'est un conglomérat de tribus, entre lesquels il y a des jeux d'équilibre, des alliances, des mésalliances, des concurrences, etc., dans lesquels Kadhafi jouait très 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 bien, mais c'est un job à plein temps, et il passait son temps à régler des problèmes de cette nature, avec parfois, il prenait des sanctions que peut-être la morale réprouve, mais enfin, en maniant la carotte et le bâton, qui est quand même une méthode qui a fait ses preuves, il avait réussi à maintenir dans ce pays pendant 40 ans une certaine stabilité et il faut le dire, une certaine prospérité. Et comment vous expliquez alors le journaliste que vous êtes, Jean-Louis Gouraud, parce que vous avez été d'abord à combat, appelé sur l'Afrique, et puis au temps de Philippe Tesson. Du temps de Philippe Tesson, absolument, paix à son âme. Ouais, bien. Ouais. Et comment vous expliquez Sarkozy et les autres? Qu'est-ce qui vous motive je ne sais pas. Non, mais vous touchez là exactement la grande question, enfin celle qui me hante, quoi. Pour quelle raison Sarkozy et ceux qu'il a pu amener dans son aventure se sont-ils lancés dans cette opération complètement incompréhensible? On a avancé toutes sortes de raisons. Aucune de ces raisons avancées ne tiennent la route. Kadhafi aurait fait des promesses qu'il n'a pas tenues. Bon, et alors? C'est pas pour ça qu'on élimine. On dit que le Qatar aurait joué un rôle, fait des mais tout ça reste flou et incompréhensible. En tout cas, aucune de ces raisons avancées habituellement ne justifie une mesure de cette importance. On ne liquide pas un chef d'État, mais surtout liquidé. Et d'ailleurs, ce qui me choque le plus, c'est pas l'idée de liquider un chef d'État, parce que déjà, Monsieur Giscard d'Estaing avait eu l'idée de liquider Kadhafi à un moment où Kadhafi commençait déjà à agacer la France, etc. Bon, et puis des liquidations ici ou là, malheureusement, c'est d'un usage courant. Non, mais ce qui est le plus tragique, c'est comment la France a-t-elle pu se lancer dans cette affaire en sachant, ou en ne sachant pas plutôt, que ça allait, ce que ça allait déclencher, quelles étaient les conséquences. Donner un coup de pied dans cette fourmilière, ça a été une catastrophe. Et pourtant, nous avions en France, l'Élysée, le Quai d'Orsay avait tous les moyens d'être parfaitement informé des conséquences éventuelles de ce qui allait se produire. On savait bien que Kadhafi, encore une fois, avec des moyens que parfois la morale réprouve, mais tenait
c'est toute cette, non seulement son pays, mais toute cette région sahélienne, c'est-à-dire, évidemment, la situation au nord du Mali qu'on connaît aujourd'hui est née de cette absence du règne, si je puis dire, de la Pax Libya. Ça s'est répandu dans l'ensemble du Sahel. Le drame que vit aujourd'hui le Burkina Faso, bientôt le Tchad, etc., tout ça est né de l'absence justement de la dissolution du pouvoir libyen. Ouais. Et ça, alors je parle pas évidemment du fait que la Libye elle-même est un pays qui n'existe plus. C'est un pays maintenant tiraillé entre différentes et qui a reconstitué d'ailleurs les influences tribales qui étaient celles de l'origine et qui sont très bien décrites déjà au XIXe siècle par Élisée Reclus. Et donc c'est la permanence. On est revenu. Voilà. Et qu'est-ce qui, Jean-Louis Gouraud, parmi, est-ce qu'il y a eu d'autres leaders africains qui vous ont aussi, enfin que vous avez rencontrés, peut-être moins souvent que Kadhafi, qui vous ont impressionné ou marqué ou... Oui, bien sûr, beaucoup. J'ai été très impressionné par des leaders qui ont mauvaise réputation, malheureusement, comme Ahmed Ouaidjo, qui a dirigé d'une main d'acier, mais avec un résultat très positif, le Cameroun, avant Paul Biya. Avant de laisser sa place à Paul Biya. Mais le plus charismatique de tous ceux que j'ai pu rencontrer, connaître et avec lesquels j'ai pu avoir même une certaine familiarité, naturellement, c'est Thomas Sankara, qui est une icône, qui est un peu le Che Guevara africain, et qui en effet était un personnage au charme irrésistible. C'était un personnage extraordinairement sympathique, vivant, intelligent, entrepreneur. Oui. Et alors, on lui a reproché, c'était un peu vrai, d'être un peu brouillon, pas savoir traduire de façon toujours très concrète ses idées généreuses, etc. Mais c'était un excellent orateur. Il était extraordinairement sympathique. Il se déplaçait à bicyclette. Il jouait de la guitare. Et tout ça, on a fait un personnage absolument inoubliable. Mais son côté excessif, irresponsable, avait des limites. Et je raconte dans ce livre un dîner que j'ai eu avec lui, un dîner toujours très tardif. Je ne sais pas pourquoi. Il m'accordait sa table que vers minuit, et donc on bavardait jusqu'à 3h du matin, etc., en mangeant assez mal d'ailleurs un poulet immangeable. Enfin bon, je l'avais vu peu de temps après le passage de Mitterrand à Ouagadougou, au cours duquel Sankara s'était permis de faire un discours assez incisif, assez offensif, et on voyait bien, d'ailleurs on a encore des images, on voyait bien que tout ça ne déplaisait pas au fond à Mitterrand. Il écoutait ce jeune homme, qui devait lui rappeler sa propre jeunesse de militant. Mitterrand avait manifestement de la sympathie pour ce type assez culotté, qui venait lui reprocher l'impérialisme de la France, les excès du colonialisme, du néocolonialisme, etc. Et Mitterrand, d'ailleurs, lui avait répondu avec une fermeté, mais sympathie. Et donc, peu de temps après, je rencontre Sankara. Thomas Sankara, oui. Je lui dis, donc, tu as été loin, là. Vraiment, c'est limite. Il me dit, non, rassure-toi, je sais jusqu'où je peux ne pas aller trop loin. Je n'oublie pas que les ressources de mon pays, qui était le Haute-Volta et qu'il a rebaptisé le Burkina Faso, je sais très bien que les ressources de mon pays me permettent de payer mes fonctionnaires 6 mois par an, et que les 6 mois restants sont payés par la France. Voilà. Et c'est très lucide sur ce qui se passe. Et c'est ce réalisme-là qu'on ne retrouve pas malheureusement chez les jeunes putschistes qui aujourd'hui tiennent le Mali, le Burkina, etc. Mais ils vont être bien obligés un de ces jours, dans 6 mois, dans 1 an ou dans 5 ans. Comme je le dis toujours, le réel frappe à la porte. À un moment donné, on s'en aperçoit effectivement. Lucien, je crois que nous avons des auditeurs. Des auditeurs qui nous appellent au 0826 300 300 et on accueille Julio de l'Île-de-France. Bonjour Julio. Bonjour Julio. Bonjour messieurs, et encore une fois un sujet de très haute qualité. J'ai simplement
une petite information à vous soumettre et une question. Je voulais simplement rebondir sur la Libye dans le sens où la Libye est une société tribale et cela me fait justement penser à un autre conflit qui a débuté à la fin des années 70 avec les conséquences qu'il y a eu par la suite. L'Afghanistan qui est aussi une société multitribale, il y a des ethnies ouzbeks, des ethnies pashtunes, c'est une société tribale, donc vouloir imposer la démocratie à des sociétés tribales, c'est pas facile. Bon, ça c'était juste un petit élément pour rebondir. Maintenant, ma question est à propos de Klaus Schwab du Forum économique mondial de Davos, absolument. Oui. Donc en fait, j'ai remarqué très souvent, j'ai même vu une photo de son bureau en Suisse où trône le buste d'un certain Vladimir Ilitch Ulyanov, donc Lénine, et je sais que Klaus Schwab est, on pourrait même penser que Lénine est le maître à penser de Klaus Schwab. Donc ma question, elle est toute simple. Est-ce que Klaus Schwab a-t-il l'intention d'imposer au monde entier un communisme 3.0, tout simplement? Intéressante question, c'est vrai, Jean-Louis Gouraud. Vous voyez que le communisme est aussi passé par là. Hein. C'est amusant que Davos, avec tous les milliardaires, les oligarques, etc., il y ait le portrait de Lénine. C'est peut-être un pied de nez, mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez sur le fond? Je suis pas, j'ai pas de réponse à faire. Vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour répondre à cette question. Non, mais c'est-à-dire ce qui est très intéressant, en fait, moi, ce que je répondrais à Julio, nous ne sommes pas dans la tête de Klaus Schwab, mais je crois effectivement qu'il a en tête, et ce n'est pas du tout un complotiste de dire ça, il n'y a pas de complot, il n'y a rien, mais il a le nouvel ordre mondial, le fameux le Great Reset, la grande réinitialisation, et vous savez, mais c'est valable pour Lénine et pour beaucoup d'autres, c'est-à-dire que quand des gens ont en tête un véritable plan mondial en disant nous allons apporter le bonheur à l'humanité, et c'est par là que ça passe, eh bien écoutez, pour Hitler c'était le Reich de Milan, pour Mussolini c'était le fascisme à l'échelle mondiale, pour Staline c'était, oui, Lénine, le paradis sur terre, hein, messianique, etc. Voilà, repris, c'est le christianisme atterri, vous voyez, le atterrissage pour eux. Hein. Et puis là, je crois que Schwab et puis d'autres, on les connaît, pensent qu'il faut rationaliser le monde, que ce soit à coup d'implants ou à coup de monnaie numérique ou à coup de ceci, de cela, on voit très bien. Il y a incontestablement une cohérence là-dedans en disant écoutez, maintenant il est temps de rationaliser tout ça. Et il n'y a qu'à relire les livres de son conseiller le plus étroit, Yuval Noah Harari, vous savez, Sapiens et compagnie. Vous voyez très bien le schéma. Il est là, ça c'est clair. Absolument. Eh ben, écoutez, merci pour cette intervention. Je voulais simplement dire que il existe une racine commune à toutes ces idéologies qui ont jalonné le XXe siècle, que ce soit le communisme, que ce soit le fascisme ou le nazisme. Tout ça découle du socialisme. C'est tout ce que je voulais ajouter. Tout simplement. D'accord. Ok, Julio, ça aussi, c'est vrai, ça se discute, mais on va revenir d'ailleurs, et vous allez voir, on va revenir à Montargis, que nous n'avons jamais quitté d'ailleurs, vous allez me dire, mais c'est vrai que quand je suis arrivé à ce moment du livre de Jean-Louis Gouraud, je dis, mais qu'est-ce qu'il a parlé de Montargis? On dit Montargis ou Montargis d'ailleurs? Les deux versions sont admises. Oui. Et je vois, il me dit, ah non, la Chine, mais la Chine, c'est Montargis, et Montargis, c'est la Chine. Je dis, mais de quoi il parle? Et raconter, Jean Gouraud, c'est passionnant, parce que ça, j'avoue que j'ignorais totalement cette histoire. Il est certain qu'en Chine, dans la Chine d'aujourd'hui, la ville française la plus connue, après Paris, c'est pas Versailles, c'est pas Fontainebleau, c'est pas Chartres, c'est Montargis. Tout simplement. Et d'ailleurs, pour l'excellente raison qu'on peut dire que le communisme chinois a été conçu à Montargis. C'est étonnant, ça. Et alors, c'était... Mais comment la raconter? Oui. Alors, c'est l'époque où les grands penseurs chinois se rendaient bien compte, début 20e, début 20e, d'accord. Se rendaient bien compte du fait du retard chinois
il n'en avait pas honte, mais simplement se disait il faut qu'on le rattrape, il faut qu'on commence à aller prendre en Occident ce qu'il y a de meilleur en Occident. Et d'où l'idée d'aller former de nouvelles élites en les envoyant étudier en Europe, notamment en France. En France, oui. Mais simplement, il se posait un problème de financement. Et comment payer les études de ces jeunes gens sélectionnés par Sun Yat-sen et ses amis. L'idée est née dans l'esprit d'un grand personnage de Chine dont le nom m'échappe pour le moment, ouais, de faire financer les études en échangeant le coût des études contre du travail. Et donc, les jeunes gens étaient envoyés en France pour travailler dans les usines le jour et apprendre. Dans les usines françaises, ils auraient été travailleurs, et voilà. Et à l'époque, à Montargis, il y avait une usine qui avait besoin de main-d'œuvre abondante. C'est l'usine Hotchkiss. Qui était à Montargis. Qui était à Montargis, enfin, juste dans la proche banlieue, la banlieue industrielle de Montargis. Et sont arrivés chez Hotchkiss des ouvriers du monde entier. Y compris d'ailleurs, j'ai découvert, y compris des Kalmouks et d'autres populations exotiques. Mais parmi eux, donc, quand même, une trentaine ou une quarantaine de Chinois, parmi lesquels se trouvait le futur Deng Xiaoping. Oui, c'est extraordinaire, ça. Et Zhou Enlai. Et Zhou Enlai. Zhou Enlai. Deux des plus grands leaders de la Chine. Voilà. Et c'est... ils le reconnaissent d'ailleurs, c'est en fréquentant le monde ouvrier français, les idées syndicales françaises, etc., que l'idée est venue, a surgi, de créer le Parti communiste chinois. Et donc, on va dire que le vrai berceau, ou la terre sainte, comme vous voudrez, du communisme chinois, c'est Montargis. Et d'ailleurs, il y a maintenant, si vous allez à Montargis par le train, vous verrez que dès que vous quittez le train, sur la place de la gare, vous avez des monuments à la gloire de Deng Xiaoping, et puis un autre monument de plus pur style, d'ailleurs, de réalisme socialiste, à la gloire de l'amitié des ouvrières franco-chinoises. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, auditeurs du Sud Radio, nos amis, vous allez à Montargis, vous allez à la gare, et voilà, les derniers maoïstes sont là-bas, à Montargis. On continue d'en parler après cette petite pause. Ici, Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhof dans tous ses états. Et les beaux voyages de Jean-Louis Gouraud un peu partout. D'ailleurs, on finira après sur le cheval quand même, parce que ça quand même. C'est un moyen de transport. Oui, ah bon. Et quel moyen de transport. Juste pour finir avec Kadhafi, on a commencé d'en parler. Au fond, c'était quelqu'un, vous disiez hors antenne, là, Jean-Louis Gouraud, c'était un poète. On n'a pas cette image de lui. Hein. Parce que c'est vrai que, après avoir mis toute la journée les mains dans le cambouis, dans les petites querelles ou les affaires ou les basses œuvres. Ouais. Il aimait le soir venu, au contraire, prendre un peu de hauteur, réfléchir et se lancer dans de longs discours et auxquels que j'ai subi ou dont j'ai bénéficié de très nombreuses fois. Il parlait longuement, longtemps. Oui, alors... son débit était toujours très lent au début, et puis... Il parlait en quelle langue en arabe, bien sûr. Oui, alors vous aviez un traducteur. Oui, excellent d'ailleurs. Mufta Missouri, qui était un type... un interprète excellentissime. D'accord. Et alors, il parlait avec une certaine lenteur et un peu par un système d'auto-allumage. Il s'excitait au fur et à mesure. Oui, il aimait s'entendre, j'imagine, et ça devait lui plaire. Et donc, le ton montait, etc. Il devenait finalement très bavard, alors, un peu répétitif, etc. Mais on voit bien que il réfléchissait en parlant, il cherchait des pistes, etc. Et derrière tout ça, derrière ce comportement, j'avais toujours pensé. Alors oui, il y avait un côté évidemment un peu mystique, puisqu'il m'avait expliqué un jour que de toute manière tous les grands prophètes viennent du désert. Il m'avait donné 3 exemples. C'était Moïse, c'était Jésus et c'était lui-même. Donc c'était Moïse, Jésus et Muhammad. Oui, il se situait à ce niveau.
Derrière tout ça, ce logos intarissable, je voyais bien qu'il y avait quand même des expressions poétiques, une espèce de une mentalité d'écrivain et de poète même et dont j'ai eu la confirmation quelques années plus tard lorsque j'ai appris par certains de ses collaborateurs que certains petits bouquins qui paraissaient dans les librairies, les rares librairies de Tripoli, qui étaient signés sous un pseudonyme, étaient en fait des œuvres de Kadhafi. Ah oui, qui ne signait pas de son nom. Qui ne signait pas de son nom. Et alors, je m'étais procuré ces opuscules, je les ai fait traduire pour découvrir que c'est une littérature très tourmentée, en particulier l'une d'elles qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelait « Escapade en enfer ». Et titre que j'ai repris d'ailleurs pour intituler un de mes chapitres, parce qu'on peut dire que mon séjour en Libye ressemblait un petit peu à cette escapade en enfer, un enfer d'ailleurs tout à fait... oui, tout à fait abordable. Dont je suis rescapé, oui. Voilà. Mais il y avait chez Kadhafi ce côté... Il prenait la distance après avoir toute la journée je comprends. Fait de la mécanique, etc., éventuellement monter les basses œuvres. Le soir, il aimait prendre de la hauteur et écrire, réfléchir, philosopher, ce qui a donné ce fameux petit livre vert qui tenait lieu de constitution dans ce pays, puisque on l'a tous, on le lit et je l'ai lu. Dans lequel il n'y a pas d'ailleurs que des bêtises. C'est des choses intéressantes, tout à fait. Ça, je ne sais pas si ça vaut le petit livre rouge de Mao. Juste un dernier mot. Il nous reste malheureusement qu'une minute, mais j'aimerais quand même vous parliez de cette passion que vous avez. D'ailleurs, vous avez écrit plusieurs livres là-dessus, et Dieu sait, auxquels je renvoie chez Favre et ailleurs. Le cheval, c'est quoi? C'est la passion de votre vie? Oui. On peut dire. On peut dire ça. En tout cas, les chevaux ont occupé une très très grande place dans ma vie. Ils ont été pour moi aussi m'ont permis de me raccrocher dans ce monde trop connecté, trop mécanisé, urbanisé, etc. Pour moi, ça a été vraiment une sauvegarde. Parce que vous êtes parti de Paris à Moscou à cheval. Oui, alors ça c'était en 1990. J'ai fait ce voyage de... Paris-Moscou à cheval. Paris à cheval, un voyage de 3400 km que j'ai fait avec mes deux chevaux, que j'ai offert d'ailleurs à l'arrivée, comme je m'y étais engagé, à Gorbatchev. Vous avez fait, c'est extraordinaire parce que faudra en reparler un jour. On fera une émission justement sur le cheval. Sur le cheval, c'est vrai. Il y a de quoi. En tout cas, il y a de quoi dire. Pour le moment, moi, je recommande lisez ce récit de voyage, ce récit de voyage avec un S. Heureux qui communiste a fait plusieurs beaux voyages. Vous n'êtes plus communiste. Je ne sais pas si vous l'avez jamais été. Vous n'avez jamais été. En tout cas, vous avez fait quelques très beaux voyages. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Merci à Jean-Louis Gouraud pour son livre Heureux qui communiste a fait un beau voyage aux éditions Favre.